Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour reprendre la lecture ensemble un roman de George Sand que j'espère. Donc j'espère que vous avez suivi les précédentes émissions pour pouvoir reprendre le cours de la lecture. Donc il s'agit de Mauprat. Donc quelques mots rapides sur George Sand avant de reprendre la lecture de ce roman. Alors George Sand, c'est le pseudonyme pour Amantine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant, et elle était romancière, auteure dramatique, critique littéraire française et journaliste. Elle est née en 1804 et elle est morte en 1876. Alors c'est une des écrivains les plus prolifiques avec plus de 70 romans à son actif, avec 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des pièces de théâtre, des contes et aussi des textes politiques. Alors les thèmes qu'elle traite dans la plupart de ses romans sont souvent la passion. Elle fustige le mariage et aussi elle lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. Et aussi elle prend de nombreuses fois la défense des femmes dans ses romans. Et donc elle a aussi été connue pour sa vie amoureuse qui a été plutôt agitée et pour son originalité, car elle a, comme vous le pouvez le constater, pris dès 1829 le nom d'un homme, donc George Sand, et elle avait une tenue vestimentaire plutôt masculine. Donc elle a été notamment remarquée aussi beaucoup par ça. Et elle contribua aussi de manière très importante à la vie intellectuelle de son époque et elle s'est illustrée aussi notamment par son engagement politique à partir de 1848. Donc voilà, une femme très talentueuse et qui s'intéresse à de nombreuses choses, de nombreux éléments de la vie. Donc ce soir, c'est avec Mauprat que nous allons passer la soirée. Donc je reprends la lecture de ce roman qui a été publié en 1837 et qui traite donc de nombreux sujets qui sont chers à George Sand, à savoir c'est à la fois un roman d'amour, un roman sur la famille, mais aussi une fable philosophique et un manifeste féminin. Il se passe notamment dans la région du Berry, qui est une région qui est très chère à George Sand, car elle y a vécu pendant de nombreuses années. Voilà, donc je reprends la lecture au chapitre 4. J'espère que... avant de reprendre la lecture, je vous invite, comme on le dit à chaque fois, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à utiliser ce hashtag pour interagir avec nous. Donc je reprends la lecture au chapitre 4. Voilà, j'espère que vous avez suivi les émissions précédentes pour pouvoir reprendre le cours de la lecture de ce roman. Je vous souhaite une très bonne soirée. Après ce récit de la vie philosophique de Patience, rédigé par l'homme d'aujourd'hui, continua Bernard après une pause, j'ai quelque peine à retourner aux impressions bien différentes que reçut l'homme d'autrefois en rencontrant le sorcier de la tour Gazeau. Je vais m'efforcer cependant de ressaisir fidèlement mes souvenirs. Ce fut un soir d'été qu'au retour d'une pipée où plusieurs petits paysans m'avaient accompagné, je passais devant la tour Gazeau pour la première fois. J'étais âgé d'environ 13 ans. J'étais le plus grand et le plus fort de mes compagnons. Et en outre, j'exerçais sur eux, à la rigueur, l'ascendant de mes prérogatives seigneuriales. J'étais entre nous un mélange de familiarité et d'étiquette assez bizarre. Parfois, quand l'ardeur de la chasse ou la fatigue de la journée les gouvernait plus que moi, j'étais forcée de céder à leurs avis et déjà je savais me rendre à point comme font les despotes afin de n'avoir jamais l'air d'être commandé par la nécessité. Mais j'avais ma revanche dans l'occasion et je les voyais bientôt trembler devant l'odieux nom de ma famille. La nuit se faisait et nous marchions gaiement, sifflant, abattant des cornes à coups de pierre, imitant le cri des oiseaux, lorsque celui qui marchait devant s'arrêta tout à coup et, revenant sur ses pas, déclara qu'il ne passerait pas par le sentier de la tour Gazeau et qu'il allait prendre à travers bois. Cet avis fut accueilli par deux autres. Un troisième objecta que l'on risquait de se perdre si on quittait le sentier, que la nuit était proche et que les loups étaient en nombre.
« Allons, canaille !» m'écriai-je d'un ton de prince en poussant le guide. « Suis le sentier et laisse-nous tranquilles avec tes sottises. » « Non, moi, dit l'enfant, je viens de voir le sorcier qui dit des paroles sur sa porte et je n'ai pas envie d'avoir la fièvre toute l'année. » « Bah, dit un autre, il n'est pas méchant avec tout le monde, il ne fait pas de mal aux enfants. Et d'ailleurs, nous n'avons qu'à passer bien tranquillement, sans lui rien dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous fasse ? » « Oh, c'est bien, reprit le premier, si nous étions seuls. Mais monsieur Bernard est avec nous. Nous sommes sûrs d'avoir un sort. »« Qu'est-ce à dire, imbécile ?» m'écriai-je en levant le poing. « C'était pas ma faute, monseigneur, reprit l'enfant. Ce vieux chétif n'aime pas les messieurs, et il a dit qu'il voudrait voir monsieur Tristan et tous ses enfants pendus au bout de la même branche. » Il a dit cela ? Bon, repris-je, avançons et vous allez voir. Qui m'aime, me suive. Qui me quitte est un lâche. Deux de mes compagnons se laissèrent entraîner par la vanité. Tous les autres feignirent de les imiter. Mais au bout de 4 pas, chacun avait pris la fuite en s'enfonçant dans le taillis, et je continuai fièrement ma route, escorté de mes 2 acolytes. Le petit Sylvain, qui allait le premier, ôta son chapeau du plus loin qu'il vit patience, et lorsque nous fûmes vis-à-vis de lui, quoiqu'il eût la tête baissée et qu'il semblât ne faire aucune attention à nous, l'enfant, frappé de terreur, lui dit d'une voix tremblante : « Bonsoir et bonne nuit, maître Patience. » Le sorcier, sortant de sa rêverie, tressaillit comme un homme qui s'éveille, et je vis, non sans une certaine émotion, sa figure basanée à demi couverte d'une épaisse barbe grise. Sa grosse tête était tout à fait dépouillée et la nudité du front contrastait avec l'épaisseur du sourcil derrière lequel un œil rond et enfoncé profondément dans l'orbite lançait des éclairs comme on en voit à la fin de l'été derrière le feuillage pâlissant. C'était un homme de petite taille, mais large des épaules et bâti comme un gladiateur. Il était couvert de haillons orgueilleusement malpropres. Sa figure était courte et commune, comme celle de Socrate, et si le feu du génie brillait dans ses traits, fortement accusés, il m'était impossible de m'en apercevoir. Il me fit l'effet d'une bête féroce, d'un animal immonde. Un sentiment de haine s'empara de moi et résolut de venger l'affront fait par lequel, à mon nom, je mis une pierre dans ma fronde et, sans autre préliminaire, je la lançai avec vigueur. Au moment où la pierre partit, Patience était en train de répondre à la salutation de l'enfant. « Bonsoir, enfant, Dieu soit avec vous, » nous disait-il. Lorsque la pierre siffla à son oreille, elle a frappé une chouette apprivoisée qui faisait les délices de Patience et qui commençait à s'éveiller avec la nuit dans le lierre dont la porte était couronnée. La chouette jeta un cri aigu et tomba sanglante aux pieds de son maître, qui lui répondit par un rugissement et resta immobile de surprise et de fureur pendant quelques secondes. Puis tout à coup, prenant la victime palpitante par les pieds, il l'enleva de terre et venant à notre rencontre. « Lequel de vous, malheureux, s'écria-t-il d'une voix tonnante, a lancé cette pierre ?» Celui de mes compagnons qui marchait le dernier s'enfuit avec la rapidité du vent, mais Sylvain, saisi par la large main du sorcier, tomba les 2 genoux à terre, en jurant par la Sainte Vierge et par Sainte Solange, patronne du Berry, qu'il était innocent du meurtre de l'oiseau. J'avais, je l'avoue, une forte démangeaison de le laisser se tirer d'affaire comme il pourrait et d'entrer dans le fourré. Je m'étais attendue à voir un vieux jongleur décrépit et non à tomber dans les mains d'un ennemi robuste. Mais l'orgueil me retint. « Si c'est toi, disait Patience à mon compagnon tremblant, malheur à toi, car tu es un méchant enfant et tu seras un malhonnête homme. Tu as fait une mauvaise action
Tu as mis ton plaisir à causer de la peine à un vieillard qui ne t'a jamais nui, et tu l'as fait avec perfidie, avec lâcheté, en dissimulant et en lui disant le bonsoir avec politesse. Tu es un menteur, un infâme, tu m'as arraché ma seule société, ma seule richesse, tu t'es réjoui dans le mal. Que Dieu te préserve de vivre si tu dois continuer ainsi. Oh, monsieur Patience, criait l'enfant en joignant les mains, ne me maudissez pas, ne me charmez pas, ne me donnez pas de maladie, ce n'est pas moi, que Dieu m'extermine si c'est moi. Si ce n'est pas toi, c'est donc celui-là, dit Patience en me prenant au collet de mon habit et en me secouant comme un arbrisseau qu'on va déraciner. Oui, c'est moi, répondis-je avec hauteur. Et si vous voulez savoir mon nom, apprenez qu'on m'appelle Bernard Mauprat et qu'un vilain qui touche à un gentilhomme mérite la mort. La mort? Toi? Tu me donneras la mort. Mauprat, s'écria le vieillard pétrifié de surprise et d'indignation. Et que serait donc Dieu si un morveux comme toi avait le droit de menacer un homme de mon âge? La mort? Ah, tu es bien un Mauprat et tu chasses de race, chien maudit. Cela parle de donner la mort et tout au plus si cela est né. La mort, mon louveteau. Sais-tu que c'est toi qui mérites la mort, non pas pour ce que tu viens de faire, mais pour être un fils de ton père et neveu de tes oncles? Ah, je suis content de tenir un Mauprat dans le creux de ma main et de savoir si un coquin de gentilhomme pèse autant qu'un chrétien. Et en même temps, il m'enlevait de terre comme il l'eût fait d'un lièvre. Petit, dit-il à mon compagnon, va-t'en chez toi et ne crains rien. Patience ne se fâche guère contre ses pareils et il pardonne à ses frères, parce que ses frères sont des ignorants comme lui, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais un Mauprat, vois-tu, ça sait lire et écrire, et ça n'en est que plus méchant. Va-t'en. Mais non, reste, je veux qu'une fois dans ta vie, tu vois un gentilhomme recevoir le fouet de la main d'un vilain. Tu vas voir cela, et je te prie de ne pas l'oublier, petit, et de le raconter à tes parents. J'étais pâle de colère et mes dents se brisaient dans ma bouche. Je fis une résistance désespérée. Patience avait un sang-froid effrayant, m'attacha à un arbre avec un brin de ramée. Il n'avait qu'à m'effleurer de sa main large et cailleuse pour me plier comme un roseau, et cependant, j'étais remarquablement vigoureux pour mon âge. Il accrocha la chouette à une branche au-dessus de ma tête, et le sang de l'oiseau, s'égouttant sur moi, me pénétrait d'horreur. Car quoiqu'il n'eût là qu'une correction usitée avec les chiens de chasse qui mordent le gibier, mon cerveau, troublé par la rage, par le désespoir et par les cris de mon compagnon, commençait à croire à quelque affreux maléfice. Mais je pense que j'eusse été moins puni s'il m'eût été métamorphosé en chouette que je ne le fus en subissant la correction qu'il m'infligea. En vain je l'accablais de menaces, en vain je fis d'effroyables serments de vengeance, en vain le petit paysan se jeta encore à genoux en répétant avec angoisse: Monsieur Patience, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vous-même, ne lui faites pas de mal. Les Mauprat vous tueront. Il se prit à rire en haussant les épaules et s'armant d'une poignée de houx. Il me fustigea. Je dois l'avouer d'une manière plus humiliante que cruelle, car à peine vit-il quelques gouttes de mon sang couler qu'il s'arrêta, jeta ses verges, et même je remarquai une subite altercation dans ses traits et dans sa voix, comme s'il se fût repenti de sa sévérité. Mauprat, me dit-il, en se croisant ses bras sur sa poitrine et en me regardant fixement, vous voilà châtié. Vous voilà insulté. Mon gentilhomme, cela me suffit. Vous voyez que je pourrais vous empêcher de me jamais nuire en vous ôtant le souffle d'un coup de pouce et en vous enterrant sous la pierre de ma porte. Qui s'aviserait de venir chercher ce bel enfant de noble chez le bonhomme Patience? Mais vous voyez que je n'aime pas la vengeance, car au premier cri de douleur qui vous est échappé,
j'ai cessé. Je n'aime pas à faire souffrir, moi. Je ne suis pas un Mauprat. Il était bon pour vous d'apprendre par vous-même ce que c'est que d'être une fois la victime. Puisse cela vous dégoûter du métier de bourreau que l'on fait de père en fils dans votre famille. Bonsoir, allez-vous-en, je ne vous en veux plus, la justice du bon Dieu est satisfaite. Vous pouvez dire à vos oncles de me mettre sur le grill, ils mangeront un méchant morceau et ils avaleront une chair qui reprendra vie dans leur gosier pour les étouffer. Alors il ramassa sa chouette morte et la contemplant d'un air sombre. Un enfant de paysan n'eût pas fait cela, dit-il. Ce sont plaisirs de gentilhomme. Et se retirant sur sa porte, il fit entendre l'exclamation qui lui échappait dans les grandes occasions et qui lui avait fait donner le surnom qu'il portait. « Patience, patience !» s'écria-t-il. C'était selon les bonnes femmes une formule cabalistique dans sa bouche et toutes les fois qu'on la lui avait entendu prononcer, il était arrivé quelque malheur à la personne qui l'avait offensé. Sylvain se signa pour conjurer le mauvais esprit. La terrible parole résonna sous la voûte de la tour où Patience venait de rentrer, puis la porte se referma sur lui avec fracas. Mon compagnon était si pressé de fuir qu'il faillit me laisser là sans prendre le temps de me détacher. Dès qu'il l'eut fait, un signe de croix, me dit-il, pour l'amour du bon Dieu, un signe de croix. Si vous ne voulez pas faire le signe de croix, vous vous voilà ensorcelés. Nous serons mangés par les loups en nous en allant, ou bien nous rencontrerons la grande bête. Imbécile, lui dis-je, il s'agit bien de cela. Écoute, si tu as jamais le malheur de parler à qui que ce soit de ce qui vient d'arriver, je t'étrangle. Hélas, monsieur, comment donc faire ? Reprit-il avec un mélange de naïveté et de malice. Le sorcier m'a commandé de le dire à mes parents. Je levai le bras pour le frapper, mais la force me manqua. Suffoqué de rage par le traitement que je venais d'essuyer, je tombai presque évanoui et Sylvain en profita pour s'enfuir. Quand je revins à moi-même, je me trouvais seule, je ne connaissais pas cette partie de la Varenne. Je n'y étais jamais venue et elle était horriblement déserte. Toute la journée, j'avais vu des traces de loups et de sangliers sur le sable. La nuit régnait déjà. J'avais encore 2 lieues à faire pour arriver à la roche Mauprat. Les portes seraient fermées, le pont levé. Je serais reçue à coups de fusil si je n'arrivais avant 9 heures. Il y avait à parier 100 contre 1 que, ne connaissant pas le chemin, il me serait impossible de faire 2 lieues en 1 heure. Cependant, j'eusse mieux abîmé subir 1000 morts que de demander asile à l'habitant de la tour Gazeau, me l'eût-il accordé avec grâce. Mon orgueil saignait plus que ma chair. Je me lançai à la course tout hasard. Le sentier faisait 1000 détours, 1000 autres sentiers s'entrecroisaient. J'arrivai à la plaine par un pâturage fermé de haies. Là, toute trace de sentier disparaissait. Je franchis la haie au hasard et tombai dans un champ. La nuit était noire. Eût-il fait jour, il n'y avait pas moyen de s'orienter à travers des héritages encaissés dans des talus hérissés d'épines. Enfin, je trouvai des bruyères, puis des bois, et mes terreurs, un peu calmées, se renouvelèrent, car je l'avoue, j'étais en proie à des terreurs mortelles. Dressé à la bravoure comme un chien à la chasse, je faisais bonne contenance sous les yeux d'autrui. Mu par la vanité, j'étais audacieux quand j'avais des spectateurs, mais livré à moi-même dans la profonde nuit, épuisé de fatigue et de faim, quoique je ne sentisse nulle envie de manger, bouleversé par les émotions que je venais d'éprouver, assuré d'être battu par mes oncles en rentrant, et pourtant aussi désireux de rentrer que si j'eusse dû trouver le paradis terrestre à la roche Mauprat. J'errais jusqu'au jour dans des angoisses impossibles à décrire. Les hurlements des loups, heureusement lointains, vinrent plus d'une fois frapper mon oreille et glacer mon sang dans mes veines, et comme si ma position n'eût pas été assez précaire en réalité, mon imagination frappée venait y joindre 1000 images fantastiques. Patience passait pour un meneur de loups. Vous savez que c'est une spécialité
cabalistique accrédité en tout pays. Je m'imaginais donc voir paraître ce diabolique petit vieillard escorté de sa bande affamée, ayant revêtu lui-même la figure d'une moitié de loup, et me poursuivant à travers les taillis. Plusieurs fois, des lapins me partirent entre les jambes et de saisissement, je faillis tomber à la renverse. Là, comme j'étais bien sûre de ne pas être vue, je faisais force signe de croix. Car en affectant l'incrédulité, j'étais nécessairement, au fond de l'âme, toutes les superpositions de la peur. Enfin, j'arrivai à la Roche-Mauprat avec le jour. J'attendis dans un fossé que les portes fussent ouvertes et je me glissai à ma chambre sans être vue de personne. Comme ce n'était pas précisément une tendresse assidue qui veillait sur moi, mon absence n'avait pas été remarquée durant la nuit. Je fis croire à mon oncle Jean que je rencontrais dans un escalier, que je venais de me lever, et ce stratagème ayant réussi, j'allais dormir tout le jour dans la bas-foin. Chapitre 5. N'ayant plus rien à craindre pour moi-même, il m'eût été facile de me venger de mon ennemi. Tout m'y conviait. Le propos qu'il avait tenu contre ma famille eût suffi sans même invoquer l'outrage fait à ma personne et que je répugnais à avouer. Je n'avais donc qu'un mot à dire. 7 Mauprat eussent été à cheval au bout d'un quart d'heure, charmés d'avoir un exemple à faire en maltraitant un homme qui ne leur fournissait aucune redevance et qui ne leur eût semblé bon qu'à être pendu pour effrayer les autres. Mais les choses n'eussent-elles pas été aussi loin? Je ne sais comment il se fit que je sentis une répugnance insurmontable à demander vengeance à 8 hommes contre un seul. Au moment de le faire, car dans ma colère je me l'étais bien promis, je fus retenue par je ne sais quel instinct de loyauté que je ne me connaissais pas et que je ne pus guère m'expliquer à moi-même. Et puis les paroles de patience avaient peut-être fait naître en moi, à mon insu, un sentiment de honte salutaire. Peut-être ces justes malédictions contre les nobles m'avaient-elles fait entrevoir quelques idées de justice. Peut-être, en un mot, ce que j'avais pris jusque-là en moi pour des mouvements de faiblesse et de pitié commença-t-il dès lors sourdement à me sembler plus grave et moins méprisable. Quoi qu'il en soit, je gardai le silence. Je me contentais de rosser Sylvain pour le punir de m'avoir abandonné et pour le déterminer à se taire sur ma mésaventure. Cet amer souvenir était assoupi lorsque, vers la fin de l'automne, il m'arriva de battre les bois avec Sylvain. Ce pauvre Sylvain avait de l'attachement pour moi, car en dépit de mes brutalités, il venait toujours se placer sur mes talons dès que j'étais hors du château. Il me défendait contre tous ses compagnons en soutenant que je n'étais qu'un peu vif et point méchant. Ce sont les âmes douces et résignées du peuple qui entretiennent l'orgueil et la rudesse des grands. Nous chassions donc les alouettes au lacet lorsque mon page ensaboté, qui furetait toujours à l'avant-garde, revint vers moi en disant textuellement « J'avise, eul me ne loup, anc eul prene taupe ». Cet avertissement fit passer un frisson dans tous mes membres. Cependant, je sentis le ressentiment faire réaction dans mon cœur et je marchai droit à la rencontre de mon sorcier, un peu rassuré peut-être aussi par la présence de son compagnon, qui était un habitué de la Roche-Mauprat et que je supposais devoir me porter respect et assistance. Marcasse, dit preneur de taupes, faisait profession de purger de fouines, belettes, rats et autres animaux malfaisants les habitations et les champs de la contrée. Il ne bornait pas aux Berry les bienfaits de son industrie. Tous les ans, il faisait le tour de la Marche, du Nivernais, du Limousin et de la Saintonge, parcourant seul et à pied tous les lieux où on avait le bon esprit d'apprécier ses talents. Bien reçu partout, au château comme à la chaumière, car c'était un métier qui se faisait avec succès et probité de père en fils dans sa famille, et que ses descendants font encore. Il avait un gîte et une besogne assurée pour tous les jours de l'année. Aussi régulier dans sa tournée que la terre dans sa rotation, on le voyait à époque fixe réapparaître dans les mêmes lieux où il avait passé l'année précédente,
toujours accompagné du même chien et de la même longue épée. Ce personnage était aussi curieux et plus comique dans son genre que le sorcier Patience. C'était un homme bilieux et mélancolique, grand, sec, anguleux, plein de lenteur, de majesté et de réflexion dans toutes ses manières. Il aimait si peu à parler qu'il répondait à toutes les questions par monosyllabes. Toutefois, il ne s'écartait jamais des règles de la plus austère politesse et il disait peu de mots sans élever la main vers la corne de son chapeau en signe de révérence et de civilité. Était-il ainsi par caractère ? Ou bien dans son métier ambulant, la crainte de s'aliéner quelques-unes de ses nombreuses pratiques par des propos inconsidérés lui inspira-t-il cette sage réserve ? On ne le savait point. Il avait l'œil et le pied dans toutes les maisons, il avait le jour la clé dans tous les greniers et place le soir au foyer de toutes les cuisines. Il savait tout, d'autant plus que son air rêveur et absorbé inspirait l'abandon en sa présence, et pourtant, jamais il lui était arrivé de rapporter dans une maison ce qui se passait dans une autre. Si vous voulez savoir comment ce caractère m'avait frappé, je vous dirai que j'avais été témoin des efforts de mes oncles et de mon grand-père pour le faire parler. Ils espéraient savoir de lui ce qui se passait au château de Saint-Sévère, chez M. Hubert de Mauprat, l'objet de leur haine et de leur envie. Quoique Don Marcasse, on l'appelait Don parce qu'on lui trouvait la démarche et la fierté d'un hidalgo ruiné, quoique Don Marcasse, dis-je, eût été impénétrable à cet égard comme à tous les autres, les Mauprat Coupe-Jarret ne manquaient pas de l'amadouer toujours davantage, espérant tirer de lui quelque chose de relatif à Mauprat casse-tête. Nul ne pouvait donc savoir les sentiments de Marcasse sur quoi que ce soit. Le plus court eût été de supposer qu'il ne se donnait pas la peine d'en avoir aucun. Cependant, l'attrait que Patience semblait éprouver pour lui jusqu'à l'accompagner durant plusieurs années dans ses voyages donnait à penser qu'il y avait quelque sortilège dans son air mystérieux et que ce n'était pas seulement la longueur de son épée et l'adresse de son chien qui faisaient si merveilleusement des confitures de taupes et de belettes. On parlait tout bas d'herbes enchantées au moyen desquelles il faisait sortir de leurs trous ces animaux méfiants pour les prendre au piège, mais on se trouvait bien de cette magie, on ne songeait pas à lui en faire un crime. Je ne sais si vous avez assisté à ce genre de chasse. Elle est curieuse, surtout dans les greniers à fourrage. L'homme et le chien grimpant aux échelles et courant sur le bois de charpente avec un aplomb et une agilité surprenante, le chien flairant les trous des murailles, faisant l'office de chat, se mettant à l'affût et veillant en embuscade jusqu'à ce que le gibier se livre à la rapière du chasseur, celui-ci lardant des bottes de paille et passant l'ennemi au fil de l'épée, tout cela accompli et dirigé avec gravité et importance par Don Marcasse, était, je vous assure, aussi singulier que divertissant. Lorsque j'aperçus ce féal, je crus pouvoir braver le sorcier et j'approchai hardiment. Sylvain me regardait avec admiration et je remarquai que Patience lui-même ne s'attendait pas à tant d'audace. J'affectai d'aborder Marcasse et de lui parler afin de braver mon ennemi. Ce que voyant, il écarta doucement le preneur des taupes et posant sa lourde main sur ma tête, il me dit fort tranquillement. « Vous avez grandi depuis quelque temps, mon beau monsieur. » La rougeur me monta au visage et reculant avec dédain. « Prenez garde à ce que vous faites, maintenant, lui dis-je. Vous devriez vous rappeler que si vous avez encore vos deux oreilles, c'est à ma bonté que vous les devez. » « Mes deux oreilles » dit Patience en riant avec amertume. Et faisant allusion au surnom de ma famille, il ajouta « Vous voulez dire mes deux jarrets ? Patience, patience, un temps n'est peut-être pas loin où les manants ne couperont aux nobles ni les jarrets ni les oreilles, mais la tête et les bourses. » « Taisez-vous, maître Patience, dit le preneur de taupes d'un ton solennel, vous ne parlez pas en philosophe. »
Tu as raison, toi, répliqua le sorcier. Et au fait, je ne sais pas pourquoi, je querelle ce petit gars. Et voilà, donc c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.